Ce qu'on voit en termes de futur immédiat, c'est bien sûr énormément d'innovation de produits et de services, mais le plus impressionnant, c'est l'innovation business model. C'est la mutation de modèles d'affaires transactionnels vers des modèles relationnels. Un modèle transactionnel, c'est lorsque la valeur se crée à l'occasion d'un acte particulier, une vente particulière. Alors bien sûr, ces ventes ont vocation à être répétées, mais finalement, c'est une succession d'actes individuels. À l'inverse, un modèle relationnel, la valeur se crée au fur et à mesure d'interactions un peu permanentes tout au long du cycle de vie d'un produit. Et c'est vers cela que beaucoup d'entreprises tentent d'aller, parce que, à mesure que le low cost fait subir une pression sur les prix dans le modèle transactionnel, c'est sur le relationnel qu'on va recréer de la valeur. Le projet sur lequel on s'est arrêté est un mobilier d'extérieur, mais aussi d'intérieur. D'extérieur parce qu'il aura une fonction via les bandes photovoltaïques d'Armor de capter le soleil et d'emmagasiner de l'énergie. On pourrait derrière imaginer beaucoup de choses, des locations, des revenus qui pourraient être sur la base de ces utilisations. Alors, dans le projet, il y a une dimension service et une dimension vendre autre chose que le produit. Donc, prendre en compte la fonction qu'on va apporter avec ce produit et essayer de le vendre peut-être sous forme d'abonnement ou d'autres prestations, mais en tout cas pas ne vendre qu'un produit. Est-ce qu'il faut imaginer aussi, avec la technologie, un business model associé, peut-être des services qui vont promouvoir, surtout sur une technologie nouvelle, promouvoir ce nouveau produit? Il faut se poser la question de l'opportunité au moment de la conception de l'objet de rajouter des capteurs pour lesquels on n'a pas forcément aujourd'hui imaginé le service en aval. On va partir d'un objet avec un usage en tête, donc on va mettre un certain nombre de capteurs. Imaginons par exemple une tente de jardin sur laquelle on mettrait des capteurs solaires. L'usage imaginé, c'est de dire que les capteurs solaires vont permettre d'alimenter des chargeurs de téléphonie mobile, éventuellement un éclairage LED pour le soir. Donc ça, c'est un premier usage, mais on peut très bien imaginer pousser beaucoup plus loin l'intégration de capteurs dans cet objet à un coût qui est relativement faible, en rajoutant des capteurs de température, de pression, de pollution de l'air, de luminosité, et petit à petit de collecter des données auprès de ces objets qui sont placés dans les jardins à différents endroits, collecter des données qui pourraient très bien devenir la base d'un nouveau modèle météo ou bien de modèles plus précis. Nous, on n'est pas dans la création d'un produit pur, on est plus aujourd'hui dans la création d'un démonstrateur qui doit susciter l'envie et susciter les idées chez nos clients en se disant tiens, dans mon magasin je pourrais utiliser ce revêtement pour déclencher une animation quand les gens vont s'approcher d'un véhicule de démonstration, ou peut-être dans le cadre d'un espace VIP dans un stade, je vais pouvoir créer une zone d'animation dès que les gens arrivent dans l'espace. Donc ce qui fait qu'on a énormément de chefs de projet qui vont bien récolter le besoin du client et ensuite soit proposer des produits standards, soit créer via le bureau de design intégré et notre service de R&D des solutions sur mesure. Alors aujourd'hui, on est dans une période où le numérique n'est plus vraiment négociable pour les entreprises. Le numérique va mettre sous tension l'appareil productif et le forcer à épouser de façon beaucoup plus fine les besoins et les attentes des consommateurs finaux. Donc, le projet développé pour la marque Bleu Forêt, c'était d'intégrer une puce RFID dans nos produits, en l'occurrence des chaussettes, on verra peut-être éventuellement pour d'autres produits par la suite, et de pouvoir la rendre quelque part plus intelligente, ou en tout cas communicante, et ceci donc d'une façon vraiment intégrée au produit. C'est pas une étiquette qui sera cousue ou collée. Dans le projet Bleu Forêt, nous, on est là pour, à partir d'une technologie qui est déjà mise en place, le filet RFID, de finalement construire les usages, donc les usages consommateurs, mais les usages aussi, évidemment, du côté de Bleu Forêt. Une des applications B2B du projet porte sur l'aspect logistique et donc la traçabilité du produit tout au long de la fabrication, tout au long également du circuit, du stock, de la mise en rayon. Une des complexités actuelles de l'univers du retail, et tout spécialement celui de la mode, est de savoir où est mon produit. Les produits, pour l'instant, sont non connectés. On ne sait pas nécessairement exactement à la virgule près le nombre de produits qu'il peut y avoir dans toutes les boutiques. À partir du moment où on arrive à connecter
le produit. À partir du moment où on arrive à lui donner un identifiant personnalisé, alors à ce moment-là, on sait exactement dans quelle boutique il y a exactement quel produit. Et grâce à ça, c'est là qu'on va pouvoir donner une véritable qualité de service, c'est là où on va pouvoir donner des véritables informations aux clients et donc de pouvoir créer une vente complètement différente de celle qu'on peut avoir actuellement. Cette relation tout d'un coup qui apparaît, cette relation directe avec les utilisateurs, ça a des conséquences évidemment assez énormes sur, alors que ce soit des grandes entreprises ou des petites, des moyennes, c'est qu'effectivement, là, maintenant, il faut être capable de s'adresser à toutes ces personnes. Globalement, ça provoque quoi? Ça provoque que d'abord, il faut déployer une nouvelle infrastructure pour se mettre à l'écoute des besoins personnels particuliers de chacun des consommateurs. Il faut faire remonter cette information en permanence, l'aiguillonner, la stimuler pour que les gens révèlent ce qu'ils veulent et ce pourquoi ils sont prêts à payer. Et puis cette information, il faut la réinjecter en permanence dans l'appareil de production pour que les produits attendus, désirés par les consommateurs, soient produits, si possible, à la volée et si possible très près d'eux pour pouvoir être livrés dans des délais raisonnables. Finalement, en fait, la donnée, elle joue un rôle assez clé parce qu'en fait, c'est sur cette base-là que les marques vont construire un certain nombre, bon, évidemment la relation client, mais vont construire un certain nombre de services et d'opérations marketing. Donc l'expression de la chaîne de valeur autour des objets connectés qu'on a choisi avec Citizen Science, c'est justement une segmentation. C'est-à-dire qu'on a Citizen Science qui fait du textile instrumenté, qui aide des marques à construire des objets basés sur ces textiles. On a Citizen Data qui va être le gestionnaire des données produites par ces textiles, en assurant la collecte et l'historisation et la mise à disposition de Citizen Science, d'un environnement dans lequel ils vont pouvoir exploiter ces données et créer de la valeur en produisant les services à destination des utilisateurs de ces textiles, et ce de façon conjointe avec la marque. Si on considère cette logique de dire c'est pas la possession et finalement l'avarice qui va créer la valeur, mais bien l'accès et la capacité à manipuler un corpus de données conséquent, alors on ne voit plus d'opposition à ce que cette partie, ce segment de la chaîne de valeur, soit éventuellement fait avec un partenaire. Donc l'entreprise traditionnelle, elle doit vraiment se poser cette question. Est-ce que j'ai l'âme d'un conquérant numérique et est-ce que je suis prêt à aller encaisser le choc du contact direct avec les clients finaux? Si oui, alors faut se préparer à devenir très grand si ça marche, à disparaître si ça ne marche pas, à installer dans son entreprise une culture radicalement différente de prise de risque, d'innovation. De familiarité avec les enjeux de design, de performance, d'itération, de personnalisation. Si on ne veut pas jouer ce jeu-là, alors il faut chercher à conquérir une autre place qui est l'excellence sur un sujet précis. Et là, le numérique peut aussi servir, mais ça va être un numérique d'optimisation plutôt que de démultiplication par les effets de réseau. Dans tous ces modèles d'affaires, les gens s'habituent à une manière différente de consommer le textile. Et de proche en proche, il faut revisiter toute la chaîne de valeur et réapprendre à produire différemment. Et donc, il va falloir que l'entrepreneur se mette dans une dynamique où il va sans cesse améliorer la qualité, faire baisser le prix, personnaliser le service. Et au bout d'un moment, il va justement se heurter à la rigidité de la chaîne de valeur héritée du passé. C'était jusqu'à présent un avantage concurrentiel de disposer de tel et tel équipement et surtout de la capacité à le faire fonctionner très efficacement. Et d'autre part, financièrement, c'est au bilan pour souvent une valeur assez importante. Et pourtant, cet actif qui a été un atout par le passé peut devenir finalement un handicap pour innover parce que du coup, ça devient difficile d'imaginer une innovation en dehors de l'utilisation et de la valorisation de cet équipement. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour sortir de ce dilemme? La première, c'est au niveau de la conception de l'innovation, d'essayer de dire aux gens en charge de la R&D, vous avez carte blanche, essayez bien sûr d'innover en partant de ce qu'on a, mais donnez-vous la liberté aussi d'imaginer des innovations qui utiliseraient des techniques, des savoir-faire ou des équipements autres que ceux que nous avons. Au tissage de Charlieu, dans cette idée
de la motivation et de l'innovation qui est liée évidemment aux hommes et aux femmes qui travaillent au tissage de Charlieu, le projet L'étole est un projet qui est très, très intéressant. Donc cette étole que je porte ici, c'est une styliste qui s'appelle Sophie Badeau, qui à 3 ans a eu cette idée de proposer des produits finis, alors que nous vendons du tissu au mètre. Aujourd'hui, elle a créé une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Elle a embauché 7 personnes. Les étoles sont vendues dans 480 boutiques, 80 aux États-Unis, 20 au Japon, en Australie, etc. Ces étoles sont faites à 98% en valeur ajoutée locale. Et donc là, on est vraiment dans cette idée d'avoir recréé un écosystème qui fonctionne, qui est français, qui est local. Et les consommateurs et les clients sont intéressés aussi parce que ça véhicule toutes ces valeurs. Nous, en fait, le management de l'innovation, il se base essentiellement sur notre management global. On peut laisser à chacun un peu la possibilité de créer son propre projet. Et donc, quelqu'un qui arrive et qui émet une idée, eh ben, même si ce n'est pas dans sa fonction, va pouvoir piloter ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. Alors, par hypothèse, un entrepreneur qui aujourd'hui aurait une bonne idée mais peu de moyens, ce qu'on peut lui conseiller, première chose, c'est de mobiliser les moyens des autres. Si on m'avait dit il y a 2 ans que j'allais collaborer avec une chercheuse du MIT sur des projets innovants intégrant les matériaux à changement de phase, j'aurais eu un peu de mal à vous croire. Et là, c'est clair que le réseau et le R3 Lab qui m'a permis de faire ce voyage à Boston pour rencontrer ces chercheurs, pour participer avec 16 autres entreprises de l'industrie textile française dans des profils complètement différents. Ça a été une chance inouïe pour une société comme la nôtre. Je pensais que ce serait intéressant de travailler avec lui parce que c'est un des derniers maîtres de l'an français. C'est à la fois une ancienne fabrique, mais qui peut être très utile pour l'avenir. Donc je m'intéressais beaucoup à trouver les façons dont les matériels naturels peuvent être transformés par la technologie et par les échanges d'énergie. Alors les entreprises viennent chercher 3 choses à Issy-Montreuil. La première, c'est de se réunir ou de passer du temps, de s'immerger, on va dire, dans une communauté de makers, voilà, dans un lieu qui a été fait pour ça, où on crée, on produit, on travaille, on collabore ensemble, dans les 15 ateliers qu'on a créés, ça c'est la première chose. La deuxième, ils viennent chercher des savoir-faire qu'ils n'ont pas en interne pour pouvoir faire émerger leurs projets d'innovation. Nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux modèles économiques. Et surtout, après avoir trouvé les concepts, de pouvoir les fabriquer et les prototyper rapidement et facilement. Même les grandes entreprises, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les produits de luxe, de plus en plus ouvrent leur innovation à l'extérieur. C'est-à-dire que l'innovation intérieure 100% maîtrisée par une entreprise est quasiment caduque aujourd'hui. Le premier défi dans l'univers dans lequel on est, c'est qu'il faut faire travailler ensemble des gens qui viennent de milieux très différents. La médecine, le textile, l'électronique, la mécanique pour les capteurs. Et on a donc une équipe qui est très multidisciplinaire avec des experts qui doivent travailler ensemble. On a la chance d'être installé au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est l'ICM, qui est l'institut ou un des instituts de référence de recherche en neurologie en France, qui a la particularité en plus d'être installé dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et cette localisation nous donne un accès archi privilégié à la fois aux chercheurs qui travaillent sur la neurologie et aux médecins cliniciens pour pouvoir justement savoir vraiment quelles sont les contraintes en milieu hospitalier, à la fois des médecins et des patients. La motivation vient de l'idée que ces rencontres inattendues peuvent ouvrir des marchés dans le futur, que les marchés d'une société de notre taille ne sont jamais stables. Il faut toujours avoir cette préoccupation de vouloir aller chercher quelque chose de nouveau, même si c'est incertain, même si je ne suis jamais sûr jusqu'à la fin que ça aboutira vraiment à du chiffre d'affaires.
Il me semble que l'avenir de l'industrie textile notamment passe par un échange. L'échange avec les autres industriels de la filière, puisque c'est une filière finalement assez longue, hein, et en plus un échange avec d'autres univers, d'autres industriels, puisque l'industrie textile a cette capacité d'absorber d'autres savoir-faire. Donc cet échange, il est vital et il passe aussi par un certain altruisme. Prendre du temps pour les autres, donner du temps pour les autres. Si on cherche à rester dans son coin ou à s'accaparer sans donner, c'est mort.